Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le décès de l'international footballeur béninois Razak Omotoyossi au Nigeria fait la une de l'actualité ce matin et partage les gros titres à la une des parutions de ce matin que j'aurai à vous présenter dans la une des journaux. S'en suivra le bulletin matinal d'information avec Nansérine Fatoumbi qui nous fait part de ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui instruit les éléments de la police républicaine à l'effet d'effectuer des opérations de libération des espaces publics, lesquelles opérations seront soutenues par les autorités communales et locales. On lit également dans l'actualité avec Nansérine Fatoumbi que l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a rencontré les formations politiques et la société civile pour faire le point sur la liste électorale informatisée et les outils numériques mis à disposition des électeurs. On parlera également de l'ancien Premier ministre malien Choguel Maïga qui a été placé sous mandat de dépôt ce mardi 19 août pour atteinte au bien public après son audition à la Cour suprême. Dans l'actualité sportive, on parlera sans nul doute du parcours emblématique de l'international béninois qui nous a quittés hier, Razak Omotoyossi, décédé au Nigeria. On parlera également du championnat national cadet de la boxe qui a été disputé. Une troisième information sera présentée par le reporter sportif Romaric Djesugo Benou. Francis Olafarami, dans la définition du jour, nous présente l'expression être à la hauteur, les trucs et astuces avec Atifa et Itayo Lafa. Quelques solutions naturelles pour repousser les moustiques de son logement où seront exposés. Le prénom du jour, Romaric Djesugo Benou revient pour présenter les prénommés Bernard. Et juste après lui, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Komlan Quentin Amoussou. En quoi les prédictions qu'il a recueillies pour vous, chers amis internautes, pour le compte de ce 20 août 2025. Les natifs du signe Lion sont les plus chanceux en ce jour. Natifs du signe, tout comme moi, cette journée sera prenante au niveau professionnel. Faites les choses dans l'ordre. Vous récolterez enfin les fruits des efforts fournis au cours des derniers mois. En fin d'émission, j'ai un invité pour vous, Nathaniel Kitty. Il est professeur à l'université d'Abomey-Calavi, ancien chercheur en sciences politiques, chef du département de sciences politiques, faculté de droit et de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Il est vice-président du parti politique Les Démocrates. Avec lui, on va s'interroger de savoir est-ce qu'il existe encore des chances pour l'opposition d'obtenir la relecture du code électoral qu'elle appelle de tous ses voeux. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après cette communication du Centre national de sécurité routière CNSR, cette capsule vidéo, juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, qui ce matin en manchette nous parle de l'identification par les parents des corps après l'accident à Tio. Pleurs et lamentations à Savet. Le Canada écrit que si le drame survenu dans la nuit du 16 au 17 août dernier à Tio, dans la commune de Glazoué, a suscité pendant 3 jours la consternation générale depuis ce mardi 19 août 2025, ce sont les pleurs et lamentations à l'hôpital de zone de Savet-Ouessé. L'étape de l'identification des corps est insoutenable pour les parents. Retrouvez l'article qui décrit l'ambiance, pour ne pas dire l'atmosphère, à la page 3 de la proposition. Occupation publique, divagation d'animaux, vente à la sauvette. Nouveau rappel à l'ordre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à travers un communiqué qui vous est publié à la page 4. Deuil dans le football béninois. Razak Omotoyossi n'est plus. Retour sur le parcours emblématique du footballeur béninois dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. L'Informateur informe également que la deuxième
deuxième réunion des chefs des commissions nationales de délimitation des frontières s'inscrit dans le cadre de renforcer le mécanisme de gestion des frontières en Afrique de l'Ouest. Un titre qui vous convie à lire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette parle d'inclusion financière au service de la lutte contre la pauvreté. À la FIA, la pièce maîtresse, retrouvez l'article du journal qui renseigne aux pages 4 et 5. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin, Sémé craqué, le Bénin favorable à un service frontalier continu. De quoi parle le titre? Quels en sont les enjeux qui concourent? Élément de réponse à la page 2 de la proposition. Fraternité, ce matin manchette avec une enquête parle du phénomène Vidomégon au Bénin, c'est-à-dire les enfants placés. Une pratique tenace. Didas Tossou, sociologue, je cite, le placement n'est pas toujours négatif. Le problème, c'est le placement à but d'exploitation. Fin de citation. Retrouvez le fruit des investigations de la rédaction de Fraternité aux pages 2 et 3 de sa livraison. En réponse à la réplique de la coordination Union progressiste Le Renouveau de Glazoué, Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, appelle à un débat d'idées sincères. On lit à présent le matinal, recolonisation anarchique des espaces publics au Bénin, la police républicaine aux trousses des citoyens indélicats, les populations invitées à mettre fin aux violations et à coopérer. À travers un communiqué officiel, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a instruit la police républicaine à l'effet d'agir de façon coordonnée avec les autorités communales et locales pour faire libérer les espaces publics, les routes asphaltées et leurs trottoirs anarchiquement occupés, à mettre fin à la circulation des véhicules à bras et à la divagation des animaux domestiques dans les villes. Retrouvées et le démarrage de cette opération et notamment le communiqué qui soutient cette opération dans les colonnes de la page de ce matin du journal, notamment à la page 2 de sa proposition. À l'oreille droite, on peut lire marché international de Dantokpa, contrôle inopiné des produits préemballés en sac de riz et farine de blé. Retrouvez les détails sur cette opération à la page 2 de la proposition. Prétendu imbroglio aux échéances électorales de 2026, une diversion pour masquer les faiblesses. Lisez l'article à la page 3 de la proposition. Matin libre à présent. Élection générale de 2026, justice sociale, l'urgence prioritaire des projets présidentiels. De quoi parle le titre? Lisez son article à la page 3. Opinion de Bertin Corvi. Un ministre conseiller doit incarner la sagesse. Retrouvez les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 3 de la livraison. Contrôle des produits préemballés en sac de riz et farine. L'ANM à nouveau à Dantokpa. Le Béninois libère ce matin en manchette. Bénin contre Gabon, appel au calme du gouvernement. Voici ce que chaque Béninois devrait faire en silence. De quoi parle le journal. Il illustre son titre avec les images des grandes réalisations du président Patrice Talon. Sur les images, on peut apercevoir notamment les logements sociaux de Wedo. Vous avez la cité ministérielle, vous avez la place de l'Amazone et vous avez également le centre des affaires maritimes qui est en construction. Vous avez également le marché de Ganri qui est construit notamment en plein cœur de la ville. Retrouvez des détails sur l'article du journal, notamment à la page 3. Il écrit qu'on comprend maintenant pourquoi certains prix pour 2 autres mandats pour Talon. Retrouvez des détails sur l'article qui renseigne sur les motivations du journal, notamment à la page 3 de sa livraison. On lit à présent la une de Le Potentiel qui parle de l'administration communale dans le département de l'Atlantique. La commune de Tofon, report répété des sessions, des conséquences redoutables. Des spécialistes de la décentralisation rappellent les règles aux acteurs de la gouvernance locale. Lisez l'article pour mieux comprendre le titre à la page 3 de la livraison. Distinction du président du Conseil économique et social dans l'ordre national du Bénin à Savalou, Conrad Gbagidi, ce frère que célèbre Patrice Hongla, le leader politique, salue l'engagement du président Patrice Talon. Drame de Glazoué, 11 nouveaux corps repêchés dans le fleuve Ouémé hier. Lisez l'article à la page 2 de la livraison. Évasion spectaculaire à la prison civile d'Abomey-Calavi. Armel Honcheyon, condamné à 25 ans, s'échappe. Un prisonnier aguerri disparaît
disparaît. Une fatwa notamment lancée contre lui. Retrouvez des détails sur les enjeux qui y concourent à la page 3 de la proposition. L'événement précis ce matin en manchette parle de la réoccupation anarchique des espaces publics libérés. La police républicaine engage une vaste opération dans tout le Bénin. Tout le territoire concerné par l'opération sous la coordination des mairies. Retrouvez les enjeux à la page 3 et notamment quelques brides d'informations recoupées ça et là sur le terrain à travers les premières opérations. Deuil dans le football béninois, ce qui a tué Razak Omotoyossi. Michael Poté pleure un compagnon d'attaque. Plusieurs joueurs béninois inconsolables. Michel Dussueur, il savait écouter. Lisez des détails sur les hommages et le parcours emblématique du footballeur béninois et également notamment les fondements de sa disparition selon le journal aux pages 10 et 11 de la livraison. Livraison, autant pour moi, lutte contre le paludisme à Cotonou. Fabri Metal Bénin offre 2000 moustiquaires aux enfants. On lit à l'oreille droite, mise à l'écart des seniors au développement national. L'ambassadeur Aronsou propose la création d'une structure utile aux personnes du 3e et 4e âge. Le meilleur ce matin à la une, organisation des élections générales de 2026 au Bénin. La liste électorale informatisée l'EI sera transmise à la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, le 12 novembre prochain. L'économiste, premier quotidien économique du Bénin, marché boursier de l'UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest-africaine, hausse des indicateurs d'activité à la BRVM en juin 2025. L'article à lire à la page 3 de la proposition. Tribune du docteur Eric Adja, 4 innovations pour l'avenir de l'éducation au Bénin. L'article à la page 8. Bénin intelligent, droits sexuels et reproductifs dans le département du Koufo. Le projet Mitité ouvre la voie à un changement durable. Retrouvez des détails sur le dit projet à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de Bénin intelligent de ce matin, propos xénophobes au Gabon. Le Bénin prône l'apaisement après la tempête numérique. En illustration, la photo du patron de la diplomatie béninoise, le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Agadi Bakari. Libération nous libère ce matin en manchette, brouille Talon Yahi 2026, le dernier acte, c'est une interrogation du journal. La paix des braves pour davantage révéler le Bénin, recommande le confrère. Lisez son article dans les colonnes de sa livraison. Le matin à présent parle d'occupation anarchique des espaces publics au Bénin. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique déterminé à rétablir l'ordre public. La police républicaine aux trousses des citoyens récalcitrants et têtus. Prix, échange et dynamique régionale. Le Bénin entre stabilité et dynamique émergente, communique le matin. Le confrère de la matinée, supposé déclassement du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Faux, s'exclame le canard. Il est abusif et malhonnête de parler de déclassement. Les Béninois doivent plutôt se réjouir de l'avancée significative des chantiers en cours, estime le confrère. La nouvelle tribune pour ses lecteurs ce matin. Vie politique au Bénin, le cantalon face au défi de la réforme du système partisan. L'article à la page 3. L'emblème du jour présidentiel de 2026 au Bénin. Lionel Zinsou, candidat malheureux à la présidentielle de 2016 et également ancien Premier ministre. Lionel Zinsou toujours dans la course. De quoi parle le canard? Qu'est-ce qui permet le canard de dire ceci? Lisez son article à la page 3 de sa livraison. L'article qui est illustré de 3 photos. Celle de Patrice Talon, président de la République du Bénin, de Lionel Zinsou et de Boni Yahi, ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, Union progressiste, le renouveau et leadership, Joseph Diabrenou et la jeunesse, un pacte d'avenir. La presse du jour à présent, élection générale de 2026 au Bénin, Les Démocrates, Bloc républicain, Union progressiste, le renouveau, à chacun sa patate chaude. De quoi parle le canard? Il nous fait savoir que le calendrier électoral dans le cadre des élections générales de 2026 au Bénin est rendu public. Au niveau des différentes formations politiques qualifiées pour participer à ces élections, les grandes manœuvres peinent à démarrer. Mis à part quelques descentes sur le terrain pour sonner la mobilisation et mettre en ordre de bataille les militants et militantes, rien ne se dessine véritablement par rapport au positionnement sur les listes électorales. Au niveau de l'opposition comme de la mouvance au pouvoir, des ambitions existent certes, mais personne n'est certain de ce qui pourrait se passer en termes de positionnement. Et pourtant, nous sommes à moins de 2 mois du dépôt des candidatures lorsqu'on se réfère au calendrier électoral récemment publié par la Commission électorale nationale autonome Sénat.
au sein du Parti politique Les Démocrates qui vit au rythme d'adhésion de mécontents qui ont claqué la porte des partis de la mouvance au pouvoir. Retrouvez l'article du journal qui décrit un peu l'atmosphère, notamment en préparation de ces élections générales de 2026, dans les colonnes de sa parution, notamment à la page 3. Tragique accident de bus dans le fleuve Ouémé. L'identification des corps a commencé. La compagnie STM présente ses sincères condoléances et prie pour les victimes. Les dernières précisions du DG APPC Abdelaziz Biodjibril sont à lire dans les colonnes de la parution. L'investigateur du jour, Carnet Noir, décès de l'ancien international béninois Razak Omotoyossi au Nigeria. Retour sur le parcours du joueur béninois dans les colonnes de la livraison. On lit à présent la une de Le Télégramme qui rend compte du passage de Victor Prudent Tokpanou sur l'invité de ESAE TV, présidentielle de 2026. Victor Prudent Tokpanou a défini les qualités que devrait incarner le prochain président du Bénin. Lisez l'article à la page 2 de la livraison. Razak Omotoyossi, brusque décès de l'ex-écureuil au Nigeria, évoque, j'allais dire, le quotidien Le Télégramme. Le pays émergent communique ce matin en manchette. Atelier parlementaire de la Commission des finances et des échanges à Grand Popo, députés et cadres s'imprègnent du rapport annuel 2024 de la Caisse des dépôts et consignations. Sur la photo de famille qui est illustrative, on peut reconnaître quelques honorables députés, notamment Abdoulaye Gounou. Vous avez le vice-président de l'Assemblée nationale, notamment Basile Rossi. Vous avez le président de la commission des finances, à la personne de Gérard Benochi. Vous avez l'honorable Dakpe Sossou qui est reconnu également sur les images. Retrouvez des détails sur l'album photo et les autres participants dans les colonnes de la parution de ce matin. On lit à présent la une de Dynamisme Info. Son talent à honorer le Bénin. Daniel Ida réagit au décès de Razak Omotoyossi. Retrouvez le vibrant hommage à la page 8 de la livraison. Appel à confirmer leur disponibilité pour la rentrée 2025-2026, les aspirants au métier d'enseignant souhaitent le mariage, les autorités dans la posture de relations libres. De quoi pas le titre de Cana qui est assez humoristique. Lisez son article à la page 10 de sa livraison. Décryptage info, eau potable dans les zones frontalières au Bénin, 359 millions de francs CFA pour 53 nouveaux forages et postes d'eau dans 9 communes. Retrouvez des détails sur ce fait salvateur à la page 3 de la livraison. Réforme carcérale, le Bénin humanise ses prisons, ce que dit vraiment le décret du 9 octobre 2024, une réglementation mal comprise mais salutaire. Lisez l'article du journal dans les colonnes de sa proposition. On lit à présent la boussole présidentielle de 2026, le non-autoparrainage, un faux débat qui frise le ridicule. C'est comme demander à un candidat de ne pas voter pour lui-même. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison. Le quotidien La Relève Info. Tidiane Thiam, un stratège à la tête du PDCI-RDA, portrait de celui qui fut le premier Ivoirien à entrer à la Polytechnique avant d'être un puissant banquier international, dans les colonnes de la parution du matin du journal qui fait savoir que le décès de Razak Omotoyossi, le football béninois, vient ici de perdre l'une de ses légendes. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques également, accessibles en ligne. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrin Fatoumi, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Romaric Guessou-Gouenou, bonjour. Bonjour, Cadet. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. Nasrin Fatoumi, on démarre ce bulletin matinal d'information avec la recrudescence de l'occupation illégale des espaces publics. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Dans un communiqué publié ce mardi 19 août 2025, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique déplore la réoccupation anarchique des espaces publics précédemment dégagés. Ces agissements, précise le communiqué du ministère, compromettent les efforts engagés pour assainir le cadre de vie urbain et rétablir la quiétude des citoyens. Parmi les comportements pointés du doigt dans le communiqué, figure la circulation désordonnée des véhicules à bras sur les axes asphaltés, l'exposition de pneus usagés le long des artères, la divagation des animaux domestiques, la prolifération de la vente à la sauvette ou encore l'émergence du rue noir improvisé en plein air. Pour y remédier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a instruit la police républicaine à agir de façon coordonnée avec les autorités communales et locales pour faire libérer les espaces publics, les routes asphaltées et leurs trottoirs anarchiquement occupés.
L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a rencontré les partis politiques et la société civile pour faire le point sur la liste électorale informatisée et les outils numériques mis à disposition des électeurs. C'est bien cela. Le 16 août dernier, dans la salle de conférence des tours administratives à Cotonou, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a tenu une séance d'échange avec les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile. La fiabilité de la liste électorale informatisée et les services numériques liés à l'identification des électeurs étaient au menu de la rencontre, selon Herbert Asogba, responsable communication et partenariat à l'ANIP. Tout béninois âgé d'au moins 18 ans au 11 janvier 2026, c'est-à-dire date du premier tour, et ayant réalisé son RAVIP dans les délais, sera automatiquement inscrit. L'affichage provisoire de la liste électorale informatisée LEI se déroulera sur toute l'étendue du territoire du 13 au 28 septembre 2025. Par contre, l'affichage définitif aura lieu du 28 octobre au 11 novembre 2025. La liste sera ensuite officiellement transmise à la Commission électorale nationale autonome Sénat le 12 novembre 2025. Et puis, on s'intéresse à présent à l'opinion de Eugène Alosupo sur les principaux défis qui résident dans la bonne organisation des prochaines élections générales de 2026. Le Bénin s'apprête à entrer dans un nouveau format électoral. En 2026, les citoyens seront appelés aux urnes pour choisir leur futur chef de l'État. Mais avant cette échéance capitale, les élections communales et législatives ouvrant le bal permettant l'installation de nouveaux conseillers municipaux et de nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Selon l'analyste politique Eugène Alosupo, les principaux défis restent dans la bonne organisation des instances en charge du processus électoral. Suivons-le au micro de Romaïk Dessougogun. Le premier défi, c'est la bonne organisation de ces élections-là. Nous avons une commission électorale nationale autonome qui a l'ingénierie utile pour conduire à bon port ces élections. Je n'en veux pour plus que la diligence avec laquelle cette institution a proclamé les résultats des législatives de 2023. C'est vrai que cette fois-ci, ce sont deux élections cumulées d'abord, les municipales et les législatives, puis la présidentielle. Cette institution, au vu des moyens qui sont mis à sa disposition, est à même de conduire à bon port ces élections-là sur la base d'un fichier électoral qui fait l'objet aujourd'hui d'un audit par les experts internationaux. L'autre défi, c'est la capacité des partis politiques à pouvoir présenter deux candidats à ces élections-là. Parce qu'un parti qui a envie de briguer la magistrature suprême doit avant tout présenter des candidats aux élections municipales et communales, puis aux législatives avant la présidentielle. Cela appelle une organisation interne forte dans les partis politiques. Cela appelle des négociations dans les partis politiques parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'être députés, d'être conseillers communaux et maires à la place de ceux-là qui le sont déjà. Donc, c'est une question de consensus qu'il faudra mener dans ces partis-là pour garder l'harmonie jusqu'à ces élections-là. Alors, l'autre défi, c'est la capacité des deux partis forts de la mouvance à garder la ligne et à confirmer leur hégémonie, comme c'était le cas en 2023. Ça ne sera pas facile parce que dans l'opposition, il y a des partis, notamment le Parti des démocrates, qui forcent à se hisser dans les arènes du Parlement. C'est-à-dire que tout au moins, à défaut d'avoir une majorité absolue, le Parti des démocrates a envie d'avoir plus de députés, plus que les 28 précédemment qu'ils ont eu à la 9e législature. Alors, l'un dans l'autre, nous avons comme défi commun de sauvegarder la paix, l'unité nationale au terme de ces élections. La 5e édition de Master Kid Junior et Senior a eu lieu le 2 août dernier.
Tout à fait. La 5e édition de Master Kids Junior et Senior a eu lieu le 2 août dernier à la ludothèque Family Zone 2 Cotonou. C'était l'occasion pour les 17 enfants en compétition de réveiller leur talent. Retour sur cet événement avec Anaël Vianedo. En apothéose de la 5e édition de Master Kids Junior et Senior. Organisé par Family Zone, ce concours a mis en compétition 17 enfants dont 6 seniors. Ces derniers ont restitué devant parents et invités les compétences acquises durant toute leur formation. L'idée, c'est de leur apprendre au-delà de s'exprimer devant un public, au-delà de faire de l'oratoire tout simplement, de leur apprendre en réalité à renouer avec leur culture, à renouer avec leurs origines. Donc vous avez vu tout à l'heure, ils ont appris à danser et on a fait la restitution, ils ont appris à prononcer un discours, à se tenir sur scène, à bien s'habiller, à bien marcher et à bien s'exprimer. Donc l'idée est partie du fait que les enfants, quand nous encadrons en réalité, quand nous les accompagnons, nous nous sommes dit qu'il fallait un plus, il manquait quelque chose, ils ne comprennent pas la langue de chez eux et donc pour nous c'était vraiment une mission, un devoir de pouvoir les encourager et les faire découvrir leurs origines. Au terme de la compétition, Emma Lokonon surpasse ses concurrents. Nelson Mandela, le sage au cœur de paix, a dit « Être libre, c'est libérer les autres, vous le savez. Il a pardonné sans jamais oublier et brisé l'apartheid sans jamais crier. Il a le prix Nobel de la paix en 1980. Thomas Sankara, l'homme qui marchait droit, défendait les femmes, défendait la foi. Osons éventer l'avenir aujourd'hui. Il voulait un pays debout, digne et uni. » Je suis très heureuse. Je ne pensais pas être première. Au cours de cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à me présenter, j'ai appris à sourire, j'ai appris à m'asseoir. J'ai aussi appris à mieux parler en public. Parce qu'avant, je ne savais pas parler en public. Art oratoire, maîtrise de scène, confiance en soi et prestance sont quelques qualités que les enfants ont acquis au cours de cette expérience. De quoi émerveiller les parents. J'ai inscrit 2 enfants. Je sais aujourd'hui qu'ils ont l'assurance. Ils sont déterminés quand ils prennent la parole. Ils sont rassurés. Ils peuvent tenir devant un public aujourd'hui pour parler, pour prendre la parole. Ce fut impressionnant ce que j'ai remarqué aujourd'hui. Son aisance sur le podium à parler au micro devant tout le monde. Elle avait un peu de difficulté entre-temps, mais je vois que la séance de formation lui a permis de s'améliorer et d'avoir plus confiance en elle devant un public qui a les yeux rivés sur elle. Donc c'est réellement une réussite. Master Kids s'illustre comme un événement majeur qui révèle le talent des enfants. Pour sa pérennisation, il est important que les accompagnements affluent. On passe par vous pour lancer un appel aux parents, à toute personne lambda qui aimerait accompagner l'enfance pour pouvoir amortir en fait les coûts pour que les parents aussi se sentent soulagés pour pouvoir inscrire les enfants et que tous les enfants puissent s'inscrire et que nous puissions offrir de meilleurs lots aux enfants. Cette fois-ci, on a eu des partenaires qui nous ont vraiment accompagnés et on s'est donné et vous avez vu ce que vous avez vu. On a même donné de l'argent aux enfants pour qu'ils puissent toucher de jolis billets. Donc voilà, l'idée c'est de les encourager et surtout de pérenniser cet événement. Les rideaux se referment donc pour cette 5e édition avec de belles perspectives pour le prochain acte. On finit avec l'ancien Premier ministre malien Choguel Maïga qui a été placé sous mandat de dépôt ce mardi 19 août pour atteinte aux biens publics après son décision à la Cour suprême. Sale temps pour Maïga Choguel au Mali, en garde à vue depuis plusieurs jours au pôle national économique et financier. L'ancien chef du gouvernement malien a été placé sous mandat de dépôt ce mardi à la Cour suprême. L'ex-leader du M5 RFP a été auditionné avec 9 de ses collaborateurs à la primature avant d'être placé sous mandat de dépôt. Ancien ministre devenu opposant au régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, Choguel Maïga est poursuivi dans le cadre d'une enquête portant sur la gestion financière de la primature pendant l'exercice 2021, 2022, 2023 et 2024. Il a été entendu avec ses anciens collaborateurs par le pôle national économique et financier. L'acteur politique aurait fait usage de faux portant sur plusieurs milliards de francs CFA. Merci à vous Nosrine Fatoumbi pour cette présentation du
du bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur Euzao TV est prévue pour 19h avec Atifa et Itayo Lafa. On suit à présent Romaric Dessougo-Gwenou qui va nous présenter l'actualité sportive. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Kané. Décès de l'international béninois Razak Omotoyossi. Oui, amis internautes, bonjour. L'international béninois Razak Omotoyossi est décédé ce mardi 19 août 2025 à l'âge de 39 ans. Attaquant talentueux, il restera dans l'histoire des écureuils aujourd'hui, devenu Guépa, comme l'un des meilleurs buteurs de la sélection nationale avec plusieurs réalisations. Formé au Bénin, il a bâti une carrière internationale riche, évoluant en Suède, en France, en Égypte, au Maroc et dans plusieurs autres clubs. Son passage à Elfsborg, IF, aux côtés d'Henrik Larsson avait marqué les esprits par ses réalisations et sa vitesse. Joueur charismatique, Omotoyossi était admiré pour sa détermination. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Toutes nos condoléances à sa famille biologique, à sa famille professionnelle et à tous ses proches. Que l'âme de Razak Omotoyossi repose en paix. On s'intéresse à présent au championnat national cadet de la boxe qui a été disputé. La Fédération béninoise de la boxe, FEBEBOS en abrégé, a organisé les 16 et 17 août dernier le championnat national des cadets après plus de 30 années de suspension. La compétition s'est déroulée au quartier Awaké, dans la commune d'Abomey-Calavi. Quentin Amoussou était de la partie, suivez son reportage. Des combats qui montrent leur détermination et leur soif de victoire, mais aussi le championnat national cadet voit le jour à la Fédération béninoise de boxe. Les 16 et 17 août 2025 à Awaké, dans la commune d'Abomey-Calavi, plus d'une trentaine de jeunes pugilistes de 16 à 17 ans venus de toutes les régions dont les graines olympiques se sont challengés pour écrire une nouvelle page de l'histoire du noble art béninois. Depuis bientôt 2 ans et demi, nous avons commencé par mettre au vert les jeunes enfants scolarisés de moins de 13 ans. Il y a 2 ans et demi, aujourd'hui ils ont 15 ans et demi. Et nous avons commencé par les mettre au vert. Et pour réussir, il ne faut pas les laisser travailler tout simplement, il faut fixer les objectifs. Et beaucoup de clubs ont d'autres jeunes qui peuvent rivaliser avec ceux-ci. Et pourquoi ne pas lancer immédiatement le championnat de leur catégorie, ce que nous avons fait. Sur le ring, les graines olympiques ont mis en application les techniques apprises depuis plus de 2 ans. Je ne peux pas exprimer mon émotion, mais ça a été bon. Mon adversaire, bon, nous ne sommes pas de même. Elle est gaucher et moi je suis droitier, donc ça m'a un peu, non seulement gêné, mais elle m'a un peu trompé quoi, avec cette technique de gaucher, mais quand même, on a fait ce qu'on a appris et on a remporté et le meilleur a gagné. Les jeunes espoirs, encadrés par les techniciens locaux, ont bénéficié d'un suivi renforcé grâce à l'expert français Pascal Kouanzi-Duval, dépêché par la FEBEBOS. J'ai pu voir de tout. Mais c'est enrichissant pour moi et on a réussi suite donc à cette semaine passée avec les cadets et à ce championnat donc à monter une équipe nationale cadet. Donc le championnat se termine, mais en fait le travail va commencer pour la fédération. Il y a de très bons produits, des très bons produits au niveau technique et la fédération a sélectionné justement les plus techniques de manière à ne plus travailler forcément là-dessus, mais travailler sur les autres aspects, le physique, le tactique. Cette édition historique, la première depuis 1958, a permis de révéler de jeunes talents. La renaissance du noble art au Bénin est en bonne voie. Une dernière actualité pour conclure. La délégation béninoise a entamé les championnats ouest-africains d'athlétisme senior 2025 à Accra de la plus belle des manières. Au terme de la première journée, les athlètes béninois ont décroché au total 7 médailles, dont 3 en or. Odette Sawakwa a brillé sur les 800 mètres. Sylvain Azorin a triomphé aux 1500 mètres avec un nouveau record national. Colette Ayadé a offert une médaille d'argent aux 5000 mètres, tandis que Béatrice Midomide, Ayi et Roméo Ntia ont également brillé lors de cette sortie. Avec 19 athlètes
engagé, le Bénin signe un départ prometteur qui annonce de belles perspectives pour la suite du championnat. Merci à vous Romaric Djessougougounou. On va vous renvoyer pour l'instant. On va vous retrouver après pour le prénom du jour. Merci une fois encore Nasrine Fatoumi. À présent, on va accueillir en plateau, s'ils sont prêts bien évidemment, Francis Farami et Atifa Olafa. La définition du jour avec Francis Olafarami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Atifa Eitaï Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir avec Francis, c'est être à la hauteur. En effet, mesdames et messieurs, bonjour. Être à la hauteur est une expression idiomatique de la langue française qui signifie être capable, compétent ou avoir les qualités nécessaires pour accomplir une tâche, faire face à une situation ou répondre aux attentes. Cela implique d'avoir le niveau, les compétences ou la capacité requise pour le rôle ou la situation en question. Chers amis internautes, en d'autres termes, être à la hauteur signifie être compétent, posséder les compétences techniques ou intellectuelles nécessaires, être capable, avoir la capacité physique ou mentale pour accomplir une tâche, être à niveau, ce qui correspondrait pour correspondre plutôt aux attentes ou exigences d'une situation donnée. L'expression implique souvent une idée de comparaison où une personne est évaluée par rapport à une norme, une attente ou une autre personne. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Abdelkader Acheo. Merci à vous pour cette présentation. Restez avec moi. On retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Pour nous parler ce matin de quelques solutions naturelles pour repousser les moustiques de son logement. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce matin pour lutter naturellement contre les moustiques dans son logement ou dans son domicile. Plusieurs astuces peuvent être mises en œuvre, notamment l'utilisation de plantes répulsives, l'application d'huile essentielle et bien d'autres. Alors comme première astuce ou première solution, utilisez la citronnelle. Grâce à son odeur citronnée, peu appréciée des insectes, la citronnelle constitue un anti-moustique efficace. Elle peut s'appliquer directement sur la peau en étant diluée à une huile végétale, sauf chez les femmes enceintes de moins de 3 mois ou chez les jeunes enfants. Deuxième solution, le basilic. Le basilic frais et plus largement, la plupart des herbes aromatiques sont des répulsifs naturels. Pour s'en servir, installez tout simplement des pots sur les rebords des portes et des fenêtres. Troisième solution, le clou de girofle. L'odeur du clou de girofle éloigne également les moustiques. Pour les tenir éloignés d'une pièce ou d'un endroit précis, comme le salon par exemple, vous pouvez également piquer des oranges avec des clous de girofle. Cela constitue un insecticide naturel sans danger pour les animaux et les enfants. Quatrième solution, l'ail. Pressez une gousse d'ail dans un petit ramequin, puis placez-le sur le rebord d'une fenêtre par exemple. Vous pouvez également laisser macérer des gousses d'ail dans de l'eau chaude pendant quelques heures, puis verser le mélange dans un vaporisateur. Enfin, dernière astuce, le vinaigre. Moins agréable mais plus rapide pour faire fuir les moustiques. Le verre de vinaigre, il suffit tout simplement de placer un verre de vinaigre près de votre fenêtre par exemple ou des lieux qui sont sujets à des moustiques. Vous verrez les insectes découragés d'entrer dans votre appartement ou votre maison. Et voilà, amis internautes, dites adieu aux moustiques et ce sera tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous Atifa Olafa pour cette présentation. Merci une fois encore à Francis Farami. On fait venir à présent Romaric Djessougougounou qui revient à nouveau et comme le Quentin Moussou pour l'horoscope du jour, Quentin bien évidemment et Romaric pour son prénom du jour. Quentin, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. On démarre comme d'habitude par les béliers. Si vous parvenez à refuser de prendre parti dans des conflits internes, vous allez tirer votre épingle du jeu. Amis du signe taureau, pour le moment, vous aurez le vent en poupe. Les relations vous ouvriront des portes et faciliteront votre ascension. Gémeaux, à présent, soyez prudents dans vos rapports avec vos supérieurs, car l'ambiance vous incitera à vous rebeller. Il faut noter que l'heure n'est pas du tout à la compréhension aujourd'hui.
Amis du signe Cancer, un essai de rigueur vous rendra impopulaire. Vous manquerez de souplesse pour un travail d'équipe. On avance tout doucement avec les lions. Cette journée sera prenante au niveau professionnel. Faites les choses dans l'ordre et enfin vous allez pouvoir récolter les fruits des efforts fournis au cours des derniers mois. Vierge, à présent, vos ambitions sont à portée de main. Vous devez tout mettre en œuvre pour les atteindre. Et ce matin, ça ne balance pas pour les amis balance. Côté professionnel, vous allez bénéficier d'un coup de pouce du destin qui vous permettra de progresser plus rapidement. Scorpion, toutes les conditions seront réunies pour que vous puissiez mener à bien vos projets. Amis du signe Sagittaire, votre créativité vous sortira d'une impasse et ne vous arrêtez surtout pas aux obstacles qui seront peu visibles. Capricorne, vous ne manquerez pas de punch pour arriver à vos fins. Avant-dernier signe de zodiaque Verseau, vous parviendrez à bien vous concentrer aujourd'hui et à faire du bon travail. Les résultats ne se feront pas attendre. Enfin, chers amis poissons, le secteur professionnel est soutenu par le climat astral. Vous n'allez pas faire face à de gros problèmes aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour le scope de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Comme Quentin Moussou, merci une fois encore à Romaric Djesboubouemou. À présent, on passe à l'invité de ce matin, ce Free Matin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, Nathaniel Renouillon Kitty, il est professeur, enseignant-chercheur en sciences politiques, chef du département de sciences politiques, faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Il est vice-président du parti politique Les Démocrates. Ce jour, on va interroger beaucoup plus l'universitaire sur le code électoral. La révision tant attendue par l'opposition est-elle définitivement compromise? Avec lui, on parlera également de démocratie et d'alternance. Professeur Kitty, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être là ce matin. Alors, samedi dernier, lors de nos échanges avec Agapit Napoléon Maforican, vous avez fait savoir qu'il y a quand même encore espoir pour l'opposition d'obtenir la relecture du code électoral. Oui, il y a espoir parce que, comme je le disais le samedi passé, c'est incitateur le protocole additionnel de la CEDEAO pour justifier qu'il n'est plus possible de réviser le code électoral. Or, ce n'est pas ce que dit le protocole. Qu'est-ce qu'il dit spécifiquement? Le protocole parle de consensus. Donc, du moment où il y a consensus, le code électoral peut être révisé à 6 mois des élections. C'est au cas où le consensus ne serait pas obtenu que le code interdit la révision unilatérale. Je dis le code, le protocole interdit la révision unilatérale à 6 mois des élections. Donc aujourd'hui, l'opposition plaide toujours pour le consensus afin que ce code puisse être révisé du moment où il y a beaucoup de gemmes qui sont susceptibles d'être à la base de remise en cause des résultats en 2026, même qui peuvent être à la base de l'invalidation des élections ou bien des élections législatives et municipales, si on s'en tient à ce que le président de la commission des lois a dit, même si ce qu'il a dit n'est pas la vérité. Alors, professeur Kitty, à vous entendre, ça veut dire que s'il y a le consensus, même à la veille des élections, on peut modifier le code électoral. Bien sûr, du moment où c'est la règle du jeu. Si la règle du jeu a des germes et que ces germes sont susceptibles de remettre en cause la crédibilité des élections, il n'est pas exclu que ces règles soient révisées si le consensus est trouvé. Ce que le protocole interdit, c'est la révision unilatérale à 6 mois des élections. Alors, le consensus là, c'est quoi concrètement? Dans notre cas typiquement béninois, le consensus, qui et qui doivent s'entendre pour la relecture du code électoral là, en de telles périodes? Bon, si on s'en tient à ce que la Cour a dit, le consensus national que la Cour a dégagé, elle ne l'a pas défini. Elle n'a pas défini. Il faut attendre, je pense que c'était en 2011, dans le cadre des élections présidentielles et je pense législatives de 2011, que la Cour a tenté de définir et de clarifier ce concept-là.
Donc, le consensus politique, ça va au-delà du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est UPR et BR. Donc, pour chercher le consensus, il faut aller au-delà de ce groupe, c'est-à-dire associer les députés de l'opposition et au-delà même des députés de l'opposition, les partis politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale et les organisations de la société civile représentative qui plaident à la révision du code électoral aussi. Mais le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Ce qu'il ne faut pas accepter, c'est que le seul groupe majoritaire modifie le code dans son intérêt. Là, ce serait une modification purement partisane qui exclut le consensus. Qui exclut le consensus. Donc pour vous, à ce niveau-là, jusqu'à aujourd'hui pour vous, au niveau de l'opposition, vous avez gardé toujours espoir que le code électoral soit modifié, c'est ça, malgré la fermeté du chef de l'État. Oui, il faut garder espoir qu'il soit modifié compte tenu des récriminations. Mais professeur Kiti, vous avez eu appelé avant à la modification de certaines législations, mais elles n'ont pas été modifiées. Mais ces lois l'ont permis quand même aux élus démocrates de se retrouver au Parlement. Pourquoi vous ne croyez pas en la bonne foi du législateur? Non, c'est ce que ceux qui sont au pouvoir, les régimistes, disent très souvent, que le code a permis d'aller aux élections en 2023. Mais rappelez-vous, c'est après 2023 que le code a été à nouveau modifié l'année dernière. Et c'est après cette modification, ou bien c'est cette modification qui a inséré le seuil de proportionnalité de 20% qui est dénoncé. C'est cette modification qui a inséré la question d'accord de gouvernance, accord parlementaire. Coalition parlementaire. Voilà, coalition parlementaire. Si vous prenez l'accord de gouvernance, on dit, bon, lorsqu'il y a accord de gouvernance entre deux partis, même si le parti là n'a pas de parrain, son candidat peut être parrainé pour les élections, pour l'élection présidentielle. Et si personne n'en veut, et si personne ne veut de ce candidat-là, donc il a bien... Non, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr que tout le monde en veuille. Il a beau appartenir à un parti politique, et puis il sera privé de la participation aux élections. Vous voyez, ce qui n'est pas bien. Maintenant, au-delà de ça, vous voyez les diverses interprétations de l'article 146. Je l'avais dit le samedi passé. Les diverses interprétations n'appellent pas à la sérénité. Le chef de l'État a donné son interprétation de l'article 146. Le président de la commission des lois a donné son interprétation de l'article 46. Les universités donnent leur interprétation de l'article 46. Donc ce qui ne crée pas la sérénité pour aller aux élections, de telle manière que beaucoup se disent aujourd'hui, bon, qu'est-ce que l'article 146 nous réserve au lendemain des élections législatives. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez beaucoup peur face aux enjeux? Non, personne n'a peur. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Mais seulement que nous disons que la législation à la matière n'est pas suffisamment intelligible pour permettre aux différents acteurs de savoir à quelle sauce ils seront mangés en 2026. Même ceux de la mouvance aujourd'hui ne peuvent pas vous dire. Alors, si vous considérez ça, que ceux de la mouvance aussi ne peuvent pas dire clairement qu'ils peuvent obtenir ces 20% là, pourquoi vous ne voyez pas que la règle elle est dure pour tout le monde? Mais si vous avez une législation qui n'est pas intelligible, qui n'est pas claire, il faut clarifier. C'est le rôle du législateur. Certains disent qu'il n'y a pas de loi parfaite. Non, il n'y a pas de loi parfaite, mais il faut que la loi soit compréhensible, intelligible. Mais dans ce cas, il y a l'unanimité qui est faite autour de cette préoccupation, qu'aujourd'hui, une loi où vous avez plusieurs interprétations, une loi où vous avez le législateur même qui n'est pas en mesure de vous dire le contenu, de vous clarifier le contenu, à quoi ça sert? Donc, s'il y a la possibilité encore de la modifier, il faut la modifier
avant l'élection, pour que tout le monde soit bien ficelé. Alors, et c'est ce à quoi nous appelons au niveau de l'opposition. Tout à l'heure, on a parlé de consensus. On sait que ce mot-là est assez fort dans les démocraties. Là, je vais interroger l'université pour savoir, est-ce que pour vous, la démocratie n'a pas... est-ce qu'on ne peut pas percevoir la démocratie comme une farce? C'est-à-dire quoi? Lorsque les acteurs politiques, eux, ils s'entendent, c'est que la démocratie, elle est bonne, elle va bien. Non. Est-ce que la santé de la démocratie peut être jaugée sur les bonnes relations exclusives entre les acteurs politiques? Lorsqu'il y a les compromissions, lorsqu'il y a les compromis, est-ce que c'est tout pour que la démocratie se porte bien? Non. Je pense que c'est pas ça la démocratie. C'est pas ça la démocratie. Il faut voir le contexte dans lequel la Cour constitutionnelle a dégagé ce principe au Bénin. Pour comprendre, il faut aller dans l'histoire politique de notre pays. Vous allez voir qu'il y a eu une instabilité longue et qui nous a amené à la conférence nationale. Et c'est à la conférence nationale que ce consensus a été obtenu. Et c'est ce consensus qui a permis de repartir sur de nouvelles bases. C'est la raison pour laquelle lorsque en 2006, il y avait une tentative de révision de la Constitution, la Cour constitutionnelle avait renvoyé les acteurs à la recherche de ce consensus-là. Vous voyez, mais le consensus n'est pas l'unanimité. La démocratie, c'est vrai que ce sont... Le consensus n'est pas l'unanimité. Ce n'est pas l'unanimité. Tout le monde s'accorde pour le dire. Mais le consensus va au-delà d'un seul groupe. Il faut s'ouvrir aux autres. Il faut écouter les autres. Il faut tenir compte de leurs observations. C'est ce que la Cour a demandé en 2006 et a retoqué la révision qui avait été faite de manière unilatérale par le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc la démocratie ne veut pas dire que le groupe majoritaire va piétiner les intérêts de l'opposition et de la société civile. L'opposition a des droits en démocratie et les droits de l'opposition en démocratie doivent être respectés. Et le consensus permet au groupe majoritaire de respecter les droits de l'opposition. Lorsqu'on sait que les accords politiques généralement ne sont pas très souvent profitables au peuple, mais aux intérêts personnels des acteurs politiques, comment on peut juxtaposer tout ceci? Non, ça dépend des conditions dans lesquelles on tend vers l'ouverture démocratique. Ce sont les conditions qui amènent les acteurs à trouver un accord. Et les accords là, souvent, très souvent, c'est pour la préservation des droits. Si vous prenez le Togo, il y a un accord qui avait été signé entre l'opposition et le président Eyadema pour l'organisation de la conférence nationale. Vous avez d'autres pays où il y a eu des accords, ce qui n'avait pas été le cas au Bénin. La conférence nationale avait été organisée à partir des luttes qui ont été menées par les partis politiques qui étaient en exil, les acteurs politiques qui étaient en exil, les syndicats et autres. Et c'est ça qui a contraint le président Kérékou à convoquer la conférence nationale et à dissoudre le PRPB. Et donc, ce n'est pas une question d'accord, c'est une question de respect des droits. Et tant que ce consensus-là sera la boussole de notre processus démocratique, on sera obligé d'écouter l'opposition, d'écouter la société civile. Et c'est d'ailleurs parce que ce consensus est remis en cause par le président Patrice Talon et son groupe que nous avons enregistré les contestations qui nous ont conduit à la remise en cause des élections législatives de 2019, des élections présidentielles de 2021, où on a eu les principaux candidats de l'opposition qui avaient été exclus. Mais lorsque vous parlez d'écouter l'opposition, qu'est-ce qui est mis dedans concrètement? Est-ce que écouter l'opposition veut dire prendre en considération toutes les revendications de l'opposition, ou juste prendre connaissance de cela et intégrer celles qui sont favorables à son projet? Bon, si vous jetez, moi j'ai travaillé au ministère chargé des relations avec les institutions pendant plus de 10 ans. J'ai été responsable dans ce ministère pendant plus de 10 ans. Il y avait un cadre de concertation des institutions qu'on avait installé. Et ce cadre de concertation permettait aux différents responsables d'institutions de s'asseoir, de débattre des sujets d'enjeux majeurs du Bénin et de faire des recommandations. Ouais. Il y avait un cadre qui permettait au président de la République de recevoir le chef de file de l'opposition, d'échanger avec lui, de recueillir les préoccupations de l'opposition et de les traduire en termes de projets de loi. Au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez la conférence des présidents.
qui permet au président de l'Assemblée nationale de s'asseoir autour d'une table avec les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions. Oui, ce qui leur permet d'échanger et de retenir l'ordre du jour de la session qui s'ouvre et de débattre des préoccupations. Donc moi, je pense que pour l'apaisement de la démocratie, il faut que ces cadres-là soient des cadres qui fonctionnent, dans lesquels les préoccupations des uns et des autres sont prises en compte et non rejetées pour des intérêts partisans. Parce qu'au-delà des intérêts partisans, il y a la paix qu'il faut préserver. Mais la démocratie elle-même, en général, on en parle en Afrique, on a brandi de part et d'autre avec des appréhensions parfois diverses et diversifiées. Pour vous, quel est son intérêt, quelle est son utilité à la communauté, la démocratie? La démocratie, c'est le régime qui permet de respecter les droits. C'est le régime qui permet de respecter les droits, les libertés publiques. C'est le régime qui permet à ce que celui qui va gouverner soit choisi par le peuple. Et quand on dit choix, cela ne veut pas dire qu'il faut aller voter simplement. Il faut que les élections soient crédibles. Il faut que les élections soient transparentes. Il faut permettre à ce que les élections soient concurrentielles. Et pour que les élections soient transparentes, soient crédibles, soient concurrentielles, il faut que les citoyens soient libres de pouvoir donner leur opinion sur le processus. Il faut que l'opinion des citoyens soit écoutée à travers les représentants à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que tout le monde doit être écouté? Non, mais la démocratie représentative permet aux citoyens d'élire leurs représentants. Et ce sont les représentants à l'Assemblée nationale qui récupèrent les préoccupations et qui les traduisent en termes de propositions de loi. Mais est-ce que quelque part il n'y a pas une antinomie dans cette démocratie-là elle-même qui parle de démocratie représentative, j'y arrive, avec des élus au Parlement et parfois permet qu'une majorité puisse effectuer son dictat constamment sur une minorité? Oui, ce n'est pas parce que la démocratie doit permettre à ce que la majorité décide qu'on ne doit pas tenir compte des particularités de chaque pays, qu'on ne doit pas tenir compte des droits de l'opposition. Donc si on doit tenir compte des droits de l'opposition, si on doit tenir compte des particularités de chaque pays, c'est que la démocratie va au-delà du dictat de la majorité, tel que vous le dites, même en France, où c'est la majorité qui gouverne. Vous avez très souvent les préoccupations de l'opposition qui sont prises en compte. Quand vous prenez le bureau de l'Assemblée nationale en France, vous avez dans le bureau l'opposition qui est représentée. Mais ce n'est pas le dictat de la majorité. Pas du tout. Si on devait parler du dictat de la majorité, cela permettrait... Il y a des choix politiques qui doivent être opérés. Oui. Des choix politiques majeurs. Vous savez, derrière chaque groupe politique, il y a toujours une intention, une vision. Oui. Vous parlez des politiques publiques. Oui. C'est-à-dire que celui qui est élu, il a un projet de société. Oui. Et une fois qu'il est élu, il applique son projet de société. C'est sur la base de ce projet de société qu'il a été élu. Ce qui suppose que les élections aient été libres, transparentes, concurrentielles, pour permettre aux citoyens de choisir en toute connaissance de cause entre les différents projets de société qui leur ont été proposés. Or, si les élections ne sont pas crédibles, transparentes, concurrentielles, ça biaise le choix des citoyens. Et donc, ils vont se retrouver du jour au lendemain en face des politiques publiques qui n'ont pas ratifié. L'un des thématiques de campagne que le candidat Patrice Talon a scandé, chanté dans tous les hameaux et villes du Bénin, c'était de faire des réformes politiques et institutionnelles. Et en 2017, déjà, on avait déjà vu les couleurs annonciatrices de cette révision constitutionnelle par rapport à cette réforme-là. Alors, lorsqu'un groupe vient au pouvoir, c'est pour opérer ou transcrire, ou traduire, si on peut le dire ici, une vision politique à la tête du pays. Alors, pourquoi cette vision politique, à un moment donné, doit être réajustée? Oui, mais vous venez de dire en 2016. Lorsque cette vision politique, au fil de son application, est soutenue par des opposants hier. Oui, mais vous avez dit 2016. Vous avez dit 2016. Oui. 2016, personne n'a remis en cause son élection. Mais c'est en 2011 qu'il y a une remise en cause. Est-ce qu'il avait été écouté en 2016? Non. En 2016, il a proposé son offre et l'offre a été acceptée.
Est-ce que l'offre a été... Est-ce qu'en 2016... Oui, l'offre a été acceptée parce qu'il a été félicité. Chercheur en sciences politiques pense qu'en 2016, c'est une offre que le peuple béninois a votée ou c'était une revanche? Non, au-delà des tendances que le vote dégage au Bénin, il y a l'offre politique qui est le projet de société sur lequel le candidat opine pendant la campagne. Et vous pensez que les Béninois votent pour ça? Non. C'est pourquoi je vous dis, au-delà des tendances que l'analyse du vote dégage, il y a également le projet de société. En 2016, il n'y avait pas de problème, mais en 2021, le projet de société n'était même pas connu par les Béninois. Le projet de société n'a pas été ratifié par la majorité des Béninois. On a vu les conditions dans lesquelles les élections s'étaient passées. Et c'est la raison pour laquelle, en démocratie, on limite le mandat et le nombre de mandats pour permettre à ce que le gouvernant, parce que vous avez parlé tout à l'heure de rectification, pour permettre à ce que le gouvernant, à un moment donné, retourne vers le peuple pour demander au peuple de lui renouveler le mandat. Ce qui permet au peuple de refuser ou bien de lui donner des signaux qui vont lui permettre de rectifier son projet de société. Vous prenez les États-Unis, lorsque le président est élu, 2 ans après, il y a les élections des députés, il y a les élections des sénateurs. Et il a les premiers signaux de sa gouvernance, ce qui lui permet de rectifier. Et c'était ce que les pères fondateurs de la conférence nationale ont voulu en 90, de telle manière que si vous observez bien le processus à partir de 91, lorsqu'un président est élu, avant la fin de son premier mandat, très souvent, il fait face aux élections législatives. Ce qui lui permet d'avoir les premiers signaux. Et à partir de ces signaux, il peut corriger son projet de société avant d'aller maintenant demander le renouvellement du mandat. Mais l'organisation des élections générales, telles que la loi de révision de la Constitution de 2019 l'a instituée, même si aujourd'hui, cette loi, en réalité, cette loi n'est pas en vigueur au Bénin, en réalité, parce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est claire. C'est pourquoi je vous disais la dernière fois qu'on navigue dans le vide à ce niveau-là. Voilà, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été claire. Donc, cette loi de révision a institué les élections générales. Donc, à partir des élections générales, il n'y a plus la possibilité pour le gouvernant de retourner voir le peuple entre 2 mandats. Donc, on va attendre la fin de son mandat pour pouvoir alors retourner vers le peuple et demander le renouvellement. Donc, c'est ça que le constituant de 90 voulait éviter. D'où la nécessité pour nous de respecter le processus tel que figuré dans la Constitution du 11 décembre 1990. Tout à l'heure, vous parlez de renouvellement de mandat. Oui. Alors pourquoi, si la démocratie elle-même a institué le fait que le gouvernement puisse retourner vers le peuple pour avoir du peuple un autre quitus, pourquoi le mandat est alors limité par exemple à 2 chez nous par exemple? Lorsqu'on regarde un peu ces grandes nations qui aujourd'hui nous prenons d'exemple, les périodes où elles ont fait leur révolution, il n'y avait pas de limitation de mandat. Je suis d'accord avec vous, mais finalement ils en sont arrivés à la limitation de... Mais après avoir fait asseoir le pays à travers une vision. Mais ce n'est pas nécessairement un seul homme qui peut faire asseoir un pays à travers une vision. La vision doit être partagée. La vision doit être soutenue par un groupe. Et lorsque la vision est soutenue par un groupe, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, quelqu'un d'autre peut prendre la relève. Écoutez, si le président meurt, ça dit qu'il n'y a personne après son décès pour prendre la relève et continuer la chose. Mais il y a des gens qui vont continuer. Donc d'où la nécessité non seulement de limiter le mandat, mais également de limiter le nombre. C'est la question de l'âge aussi. La question de l'âge, ça pose problème. À partir d'un certain âge, on n'a plus la force nécessaire pour gouverner. Macron, dans notre système, n'aurait jamais été président, par exemple. Oui, mais ça, c'est la réalité de l'Europe. Ils ont tenu compte d'un certain nombre de paramètres pour déterminer l'âge qu'il faut avoir pour être candidat. Nous aussi, au Bénin, en 90, on a tenu compte d'un certain nombre de paramètres. On a tenu compte d'un certain nombre de paramètres. Est-ce que vous n'avez pas comme l'impression que nos peuples africains, pour la plupart du temps, veulent faire de la démocratie
il la copie des Occidentaux, mais la réajuste au gré des enjeux politiques du moment pour des règlements de compte politiques. Je vous rappelle que la Constitution du 11 décembre 1990 n'est pas la copie de l'Occident à 100%. Hein. Justement. Non, les gens tiennent ce discours très souvent sans connaître la Constitution du 11 décembre 1990. Il y a également des histoires où on apprend qu'il y a eu des dispositions qui ont été mises pour exclure certaines personnes intelligemment. Dans tout pays, là. Dans tout pays, on exclut. Dans tout pays, lorsque vous voulez faire quelque chose, on regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde devant, on regarde derrière. Qui a déjà essayé ça? Comment il l'a fait? Qu'est-ce que moi je peux faire de nouveau pour tenir compte des particularités? C'est ce qui a été fait en 90. Et si ça doit être... L'ancien chercheur ne pense pas que cette disposition, par exemple, devait être revue? L'âge? Oui. Non, moi je trouve que l'âge de 40 ans pour être candidat n'est pas mauvais. Moi je trouve. 40 ans, on est encore jeune. Je trouve. Vous pensez que pour son nouvelle formation politique, les démocrates, il n'y a pas de gens à 35 ans qui sont valablement en mesure de candidater? Ceux qui ont mis 40 ans, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent la maturité nécessaire pour pouvoir prendre la plus haute charge. Ceux qui ont mis 70 ans pensent qu'à partir de cet âge-là, on n'a plus la vigueur nécessaire pour conduire un pays. Vous pensez que Boni Yahi, par exemple, aujourd'hui n'a plus la même vigueur, la bonne vigueur pour conduire un pays? C'est à lui de dire s'il a la vigueur ou s'il n'a pas la vigueur. Mais est-ce que c'est pas au peuple de juger? Non, comme vous le dites, c'est le peuple qui a décidé en 90 qu'à 70 ans, on ne peut plus gouverner. C'est le peuple qui... Voilà, c'est le même peuple qui a dit en 90... On connaît un peu l'expression où les acteurs politiques tempêtent exclusivement que lorsque eux, ils ne s'entendent pas entre eux. C'est ce qu'on constate généralement dans cette démocratie. Non, je ne pense pas. Je pense que le peuple a décidé en 90 qu'à partir de 40 ans, on peut gouverner le Bénin. À plus de 70 ans, on ne peut plus gouverner le Bénin. Même si on doit modifier l'âge là. La Cour constitutionnelle avait dit, il faut le consensus. Et moi, je pense que si tel est le cas, qu'il faut modifier 40 ans, qu'il faut modifier 70 ans, il faut rechercher le consensus et aller à la modification. Et là, tout le monde va applaudir. Mais modifier ça de manière unilatérale, c'est ce qui n'est pas bien en démocratie. Il faut tenir compte des particularités de notre pays. Il faut tenir compte de l'histoire de notre pays. Et je pense que en 90, les hommes et les femmes qui étaient à la conférence nationale ont beaucoup réfléchi. Ils ont tiré leçon de l'expérience de 60 à 89. Ils ont dit maintenant, pour aller de l'avant, voilà ce qu'il faut faire. Moi, je ne pense pas qu'ils aient tort. Une dernière question pour conclure. C'est vrai qu'on va y revenir encore sur cette thématique, la démocratie alternance. Est-ce que pour vous, la démocratie n'a pas une antinomie avec le développement? Non, pas du tout. Bon, c'est ce qu'on... Vous voyez, c'est un débat qui est très vieux. Qui est très vieux. Beaucoup pensent qu'il faut privilégier les droits économiques, il faut privilégier les droits sociaux, il faut mettre de côté les libertés publiques. Quand on parle de la démocratie, ce sont les libertés publiques et non les droits économiques. C'est pas parce que le développement a des exigences. Non. Le réel développement. Écoutez. Lorsque vous prenez ces grandes nations, par exemple, comme les Émirats Arabes Unis, non, ça c'est autre chose. Le Japon, ça c'est autre chose. Les États-Unis, la France, la Russie, que même certains pays qu'aujourd'hui prennent comme modèle. Ça c'est autre chose. Est-ce que la démocratie telle qu'appliquée dans nos pays africains est celle qui est gage du développement que nous admirons dans ces pays-là? Je parlerai également de la Turquie, par exemple, également. Vous voyez, il y a une adage chez nous qui dit que lorsque vous mettez l'épi de maïs au feu, vous voulez griller le maïs, et c'est pour l'aveugle, on dit il faut siffler. Il faut siffler pour que l'aveugle sache que parce qu'il ne voit pas le maïs qui est en train d'être grillé. Mais vous sifflez pour qu'il sache que vous ne mangez pas son maïs qui est en train d'être grillé. C'est ça la démocratie. Il faut que le peuple qui est dirigé ait la possibilité de contrôler le gouvernant. De lui dire ceci là, c'est bon, ceci c'est mauvais. Il ne peut pas avoir contrôle sans les libertés publiques. Ce sont les libertés publiques qui permettent au peuple de s'exprimer, de contrôler les gouvernants. S'il n'y a pas de liberté publique, le gouvernant, il va gouverner dans son intérêt, comme ce que nous voyons en Afrique aujourd'hui, comme ce que nous voyons au Bénin aujourd'hui. Donc, les libertés publiques permettent au peuple de contrôler le gouvernant, de remettre en cause
sa gouvernance et de remettre en cause même son mandat à la fin du mandat lorsqu'il va retourner les voir. Et c'est ça le vrai problème des gouvernants aujourd'hui qui pensent qu'il suffit seulement de construire les routes, il suffit de construire les écoles, il suffit de faire ci, de faire ça, et qu'on a la démocratie. Non, c'est le peuple qui va décider. Écoutez, je vous vois, vous êtes bien habillé. Je sors, je vous achète une chaussure. Vous pouvez refuser. Vous pouvez dire que vous n'avez pas besoin de la chaussure. Oui, vous pouvez. Vous pouvez refuser, vous avez dit vous n'avez pas besoin de la chaussure, mais plutôt d'autres choses. Alors, en démocratie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on doit vous poser la question, Monsieur Achiou, de quoi vous avez besoin? Et là, ce que je vais vous acheter doit rencontrer votre demande. C'est ça la démocratie. Seulement qu'en Afrique, ici, on voit très souvent que lorsque les acteurs politiques sont dans l'opposition, le discours est tout autre le jour où ils sont au pouvoir, parce que les réalités, les exigences pour le développement du pays sont tout autres. Et c'est là le problème. Il faudrait alors... Ça veut dire qu'il y a un problème là. Non, le problème est là parce que le problème est là parce qu'ils ne donnent pas la possibilité au peuple de les ramener, de les rappeler à l'ordre. C'est au peuple de rappeler à l'ordre. Le peuple l'a déjà élu. Non, il y a les critiques. Sur la base du projet qu'il a présenté, non, et ça ne suffit pas. Qu'il a défendu. Regardez en France. Regardez, je donne l'exemple de la France que je connais beaucoup plus. Il y a ce qu'on appelle les sondages d'opinion. Qui permettent au gouvernement... Est-ce que la France, au moment où elle était à l'étape de développement de nos pays africains, là, est-ce qu'elle pratiquait ce type de démocratie que nous avons aujourd'hui? Même si elle ne... Attendez. Non, oui, c'est ça, je vous dis. Est-ce que la France, les États-Unis, la Chine, la Russie, est-ce qu'au moment où ils étaient au niveau de développement comme nos pays, le Bénin, le Togo, le Sénégal, est-ce que lorsqu'ils étaient à ce niveau de développement là ou de sous-développement là, est-ce qu'ils pratiquaient une démocratie comme nous scandons quand on parle de la France, la référence est 1789. Les Français se sont soulevés contre les privilèges. Ils ont remis en cause les privilèges. Mais l'économie était prospère. Et pourtant, ils ont remis en cause les privilèges. Quand on parle des États-Unis, mais c'est leur révolution aussi. Certains analystes estiment que cette démocratie-là très libérale qui a rendu non, aucune démocratie, aucune démocratie libérale, aucune démocratie ne peut opprimer le peuple. Une démocratie dans laquelle on gifle le chef de l'État, par exemple? Non, mais écoutez, lorsque vous giflez le chef de l'État, vous répondez devant la loi. C'est ça. C'est aussi simple. Moi, je pense qu'aucune démocratie ne peut opprimer le peuple. La démocratie permet au peuple de se prendre en charge d'abord. La démocratie permet au gouvernant de respecter les droits des peuples. Et la démocratie permet au peuple de contrôler les gouvernants dans l'exercice de leur fonction. Est-ce que parfois le peuple lui-même n'est pas manipulé? Est-ce qu'il n'est pas instrumentalisé à des fins de règlement politique, lorsqu'on sait très bien comment les acteurs politiques se règlent les comptes politiques entre eux? Moi je ne pense pas. Je crois qu'on va y revenir. C'est pourquoi vous voyez pour finir, c'est pourquoi vous voyez il y a le droit à l'information. Le peuple doit être suffisamment informé sur ce que les gouvernants font. Le peuple doit être suffisamment éduqué pour être éclairé. Je crois qu'ils aient la bonne information aussi. Oui, mais la bonne information, si l'information que vous avez elle est mauvaise, vous pouvez chercher à savoir la bonne. Merci à vous, Renouillon Nathaniel Kitty. C'était un échange assez intéressant. Enseignant-chercheur en sciences politiques, chef du département de sciences politiques de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Il est également vice-président du parti politique Les Démocrates. Merci pour cet exercice. Merci. On se donne rendez-vous très prochainement, peut-être la semaine prochaine. Merci. On va revenir sur le rôle du peuple dans une démocratie. Peut-être vous aurez un contradicteur, peut-être pour ne pas que j'ai quand même fait trancher par rapport à certaines opinions. Merci à vous une fois encore. C'est Free Matin qui se ferme, ou se referme ainsi. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se donne rendez-vous demain avec le même plaisir. Jusque-là, portez-vous bien une fois encore et belle suite de programme encore sur nos programmes télévisés.